Allora, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti a questo quarto e ultimo incontro del ciclo Scrivere e tradurre una settimana da francesisti. Questo pomeriggio accogliamo Chris Peters, professore dell'Università di Anversa, specialista di traduttologia, in particolare di traduzione e ritraduzione di testi letterari. Professor Peters si è occupato di diversi generi letterali, fra l'altro cito il fabliau medievale, il romanzo, in particolare James Joyce, è direttore del Consiglio europeo delle lingue e immagino che sia anche in questa veste che si è occupato recentemente di plurilinguismo e interculturalità, discipline che lo mettono molto in asse con le attività del nostro Dipartimento. È qui a Udine per la seconda volta, avendo partecipato al convegno Simple da noi organizzato nel novembre scorso con una comunicazione sulla semplificazione e speriamo di averlo ancora con noi, ancora e ancora. Oggi si parlerà di ritraduzione, ovvero di quell'interessante fenomeno per cui una stessa opera letteraria, dopo essere stata tradotta, viene ritradotta nella stessa lingua con scelte lessicali e stilistiche differenti, per cui gli cedo molto volentieri la parola. Grazie molto per questa bella introduzione. Ecco il titolo, Simplifiant traduction, retraduction, parlerò in francese. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est simplifier? Quand on parle de traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça marche pas. Mais avant de commencer, une petite intro, car au départ de mon histoire, il y a, et je cite, un traducteur et soi-disant traductologue. De qui est-il question? Il est question de solution. J'ai trouvé ça sur la page du département. Pourquoi soi-disant traductologue? Fabio, honnêtement. Parce que notre soi-disant traductologue a pourtant organisé un colloque, et un excellent colloque de traductologie qui a eu lieu ici même, il y a 2 ans. Et c'est là qu'est née notre histoire commune. J'ai parlé à ce colloque. Ensuite, Fabio est aussi l'éditeur invité d'un numéro spécial de la revue Médiation qui a accepté mon texte qui est maintenant en cours de publication. Merci beaucoup pour ça. Et qui m'a invité de concert avec celle qu'il appelle sa chef, d'un élève qui m'envoie, Sarah, tu ne savais pas probablement, de venir vous en parler. Alors là, ça, c'est le genre de choses qui crée un cordon ombilical qui inspire gratitude et reconnaissance. Merci beaucoup tous les deux. Mon sujet, c'est donc simplifier en retraduction. Et on a un problème, car simplification, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que l'on simplifie? OK? Et donc, je vais d'abord parler de ça. Prenons un exemple. Ce que je viens de dire, la première phrase dans ma diapo précédente, c'était, au départ de cette histoire, un traducteur et soi-disant traductologue. J'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous allez traduire ça en italien? Comment traduire ça? Comment traduire au départ de cette histoire? Attention, je dis au départ et pas au début de cette histoire. Au départ, hein? Et du coup, vous avez un problème de traduction. Qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir choisir. Option numéro 1, vous allez pour Storia. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Je pense. Oui, c'est parce que je circule, je bouge. J'ai pas l'habitude de parler dans un micro, mais... Oui, mais on n'entend pas, même dans le micro. Non, mais ça va. Mais comme ça va aller. Ça ne change pas, oui. Ça ne change pas? Ah, ça ne change pas. Ah, Ça ne change pas, on n'entend pas la différence. ah d'accord. Probablement. Bon. On n'entend pas C'est la mieux différence. pour... Si on voit meglio. Un po' meglio, si c'est possible de continuer avec le micro, ça serait mieux. Ça va aller. Oui, Ah, ça va oui. aller. OK. Il faut choisir quand on traduit cette phrase au départ
parce qu'un départ, c'est, je ne sais pas moi, un initio, se comincia quelque chose, mais il faut choisir entre l'histoire qui commence, par exemple, la storia comincia all'inizio di questa storia, ou bien on dit viaggio. Mais ça va être l'un des deux. Il n'y a pas d'option du milieu, parce que j'ai joué sur les mots. Okay? Même chose pour la deuxième partie de cette phrase. Comment traduire traducteur et soi-disant traductologue? Le problème, c'est le soi-disant. Là aussi, en italien, il y a au moins deux options. Est-ce qu'on va dire que Fabio est un traduttore e cosiddetto traduttologo, ou est-ce qu'il est sedicente traduttologo? Et en plus, est-ce qu'il est traduttologo? Est-ce qu'il est specialista della traduzione? Est-ce qu'il est commentatore di traduzioni? Est-ce qu'il est professore di traduzione? Il faut choisir. Du coup, ma question est, puisque traduire des choses, est-ce que ça implique aussi que traduire, c'est toujours simplifier? Voilà la question que je pose. Je soulève un coin du voile en vous disant que la réponse c'est eh ben non. Car parfois on ne traduit pas, parfois on. Voilà. J'ai déjà trop dit. Donc, est-ce que ça simplifie? L'exemple que j'ai donné, il y avait une petite complexité, mais il y a des choses qui sont bien plus compliquées. Et c'est de ces choses-là que je vais parler aujourd'hui. Je vais vous donner trois exemples. Trois extraits, trois exemples de complexité que je vais maintenant rapidement expliquer un peu. Et ensuite, plus loin dans la conférence, ces exemples reviennent. Et on va en faire une analyse. OK? Alors, mon premier exemple, c'est le titre d'un roman. Les liaisons dangereuses de Laclos. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui l'ont lu? Qui a lu Laclos? On est trois? On est deux? On est trois? Ok, c'est pas ça. Oui, ok, bien, bien. Je l'avais étudié au lycée, mais je n'ai pas lu. Il faut le lire, il est génial. Ok, mais c'est un roman compliqué. Oui. Déjà, son titre est compliqué. Il est très long. Il y a un sous-titre qui est très bon. Les liaisons dangereuses ou l'être d'un pays dans une société publiée pour l'instruction de quelques autres par Monsieur C. de L. Est-ce que C. de L, est-ce que c'est Coverno de la Loué? C'est pas donné, on ne sait pas. C'est C. de L, peut-être. Le grand problème de traduction, c'est les deux mots que j'ai mis en rouge. D'une part, liaison. Liaison ne voulait pas dire au XVIIIe siècle ce que ça veut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, quand en français on parle d'une liaison, on comprend, soyons honnêtes, on comprend le sexe. Et même le sexe illégitime, car quelqu'un a une liaison quand cette personne est mariée et a un amant ou une amante. Ça, c'est une liaison. Mais le dictionnaire de l'Académie du XVIIIe siècle, je sais le savoir, 1798, 5e édition, il dit liaison, deux points, rapport que l'on a avec des gens par intérêt ou par amitié. Ça, c'est notre sens de relation sociale, en général. Ça n'a rien à voir avec le sexe, ça n'a même rien à voir avec l'amour. Et justement, dans le roman, les relations entre les personnages cherchent à exclure l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour, ce roman. Ce n'est pas un roman d'amour, c'est un roman d'exclusion de l'amour. Voilà. Le deuxième problème, c'est le mot publié. Alors vous allez me dire, c'est pas un problème, publier, c'est publier, il n'y a pas de souci. Oui, mais là encore, au XVIIIe siècle, le publier ne voulait pas dire publier. Publier voulait dire rendre quelque chose public. Et dans le roman, les personnages s'envoient des lettres, et à un moment donné, tout le paquet de lettres est rendu public par un des personnages. Ça, c'est le sens de publier. C'est ce paquet de lettres que nous lisons dans le roman. Donc là, il y a déjà un problème de traduction. Je vais revenir après là-dessus pour voir comment on a traduit ça. Puis, un peu de Joyce. Ah, parce que s'il y a une chose que Sarah n'a pas mentionnée, c'est pas grave, mais je suis directeur d'un centre qui s'appelle James Joyce in Translation Center à l'Université d'Anvers. Donc, je travaille beaucoup avec Joyce, je travaille beaucoup sur Joyce, et un des très beaux exemples, c'est ces deux petites phrases-là.
Je vais j'explique. Before born, Babe Bliss had within room one he worshipped. Moi, allez-y. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Before born, vous comprenez, babe, c'est baby, mais justement, c'est pas baby, c'est babe. Bliss veut dire bonheur, happiness, ok? Within womb, dans l'utérus, ok? Et puis worship, vénération, quelque chose de ce genre-là. Mais dans cette phrase, il y a beaucoup de problèmes. Il y a toutes ces allitérations. Les deux phrases ont exactement la même longueur, 6 syllabes plus 6 syllabes, et il y a beaucoup d'autres complexités encore. Alors, allez-y, traduire ça. Dans les autres choix, ça reste un problème. C'est un gigantesque problème, il va falloir simplifier. Ça ressemble à un iambic pentameter. Troisième exemple, c'est encore plus compliqué. Dans le même texte, Ulysses de Joyce, l'exemple, oui, je dois peut-être encore dire quelque chose d'abord sur Before Born, etc. C'est dans le chapitre 14, l'épisode 14 de Ulysses. Et c'est un épisode dans lequel Joyce raconte l'histoire d'une naissance. Un enfant est né, un bébé est né dans une maternité à Dublin. Les personnages se retrouvent là, et tout au long du chapitre, on est dans cette maternité, et on attend, et le bébé n'arrive pas, et puis le bébé vient quand même, et la femme a beaucoup souffert, et dans Joyce, c'est tout un bouquin sur rien, c'est de la vie comme elle est, une seule journée. Oui, c'est de Ulysses. Oui, exactement. Oui, Ulysses. Oui. Mais dans ce chapitre, comme il s'agit d'une naissance, ce que Joyce fait, c'est que dans le style qu'il emploie, il y a aussi l'histoire d'une naissance, mais purement dans le style. C'est la naissance de la langue anglaise. Okay? Donc, au début de ce chapitre, vous avez des espèces de cris qui ne veulent rien dire, puis des phrases en anglais, mais qui sont des imitations du latin. Et ceci, c'est la toute première phrase de anglais, entre guillemets, c'est un pastiche de poésie anglo-saxonne du XIIe siècle, du XIe, XIIe siècle. Et cette poésie était allitérative. C'est pour ça qu'il y a toute cette allitération, c'est pour ça qu'il y a babe et pas baby, c'est de l'ancien, soi-disant ancien anglais. Donc il invente tout ça, évidemment, mais ce sont des pastiches. Okay? Voilà. Donc, chose compliquée pour les traducteurs. Le troisième exemple est encore plus compliqué. C'est une petite phrase dans Ulysses qui est prononcée 3 fois, et 3, c'est biblique, c'est pas par hasard, 3 fois par, disons, le personnage, le deuxième personnage le plus important, qui est Stephen Dedalus, qui prononce 3 fois la phrase Eigenbite of English. Alors, quand vous cherchez ça dans le dictionnaire, vous ne trouvez rien. Ça n'existe pas. Eigenbite. Et English, on ne trouve pas. Et donc, on a un problème, il va falloir rendre ça compréhensible d'une façon ou d'une autre quand vous traduisez cette petite phrase. D'où est-ce que ça vient? Eigenbite of Inuit, c'est le titre un peu écrit différemment, et Eigenbite of Inuit, d'un traité de morale qui a été traduit au XIVe siècle par un moine de Canterbury, qui s'appelle Michael of Northgate, et qui est la traduction, c'est déjà une traduction, qui est la traduction d'un ouvrage d'un moine français qui s'appelle Laurent d'Orléans, qui a écrit un ouvrage dont le titre est La somme de vice et de vertu, parfois appelé aussi La somme le roi, qui date de 1380, 1280. Eigenbite, c'est la traduction anglaise de cet ouvrage-là, Eigenbite of Inuit, par Michael of Northgate. Et le Eigenbite est en fait une traduction directe du latin. OK? La clé, là, elle est dans la troisième occurrence. Eigenbite of Inuit, remorse. Remorse. En français, remords. Le mort, comme quand un chien mord. OK? Le mort avec remords. Remorsus. Again, bite. C'est de là que vient Eigenbite. Alors là, allez-y comme traducteur. Hein? C'est un calme.
C'est pas un calque, c'est même plus que ça. C'est une traduction littérale, mot à mot. Un calque, c'est plutôt syntaxique. Ceci, c'est pas un calque, c'est plus que ça. Eigenweisremosus. OK? Ça, c'est les 3 exemples qu'on va regarder par la suite. Ça va? Traduire de quelle complexité? Est-ce que ce n'est pas toujours simplifié? Voilà la question. Mais, simplifier en traduction. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on peut simplifier en traduction? Et comment est-ce qu'on peut simplifier en traduction? Et maintenant, attention, un moment important, à vos téléphones. Go, allez-y. Prenez votre téléphone. Okay. Vous scannez le code QR et vous allez trouver une page, un Padlet. Et là, il y a 5 ou 6 catégories différentes. Il faut regarder les 2 premières catégories. Et quand vous cliquez sur le petit plus, vous pouvez ajouter des idées. Allez-y, c'est complètement anonyme. Donc, pas de souci. Faites-moi savoir ce que vous pensez de ça, OK? Qu'est-ce qu'on peut simplifier et comment est-ce qu'on peut simplifier? Voilà l'image que vous devriez avoir. Sur votre téléphone, ça va être plus petit peut-être. Hein? Mais donc, l'idée, c'est quand vous cliquez sur ce petit plus. Pardon. S'il y a un problème, est-ce que ça marche? Oui, je ne vois pas les codes, donc je On va revenir en arrière un instant, peut-être. Il y a une autre solution. Il y a une autre solution. Vous allez sur Internet et vous tapez les 100 padlet.com par crisptext1. OK, c'est l'adresse que vous voyez là. Le reste, vous n'en avez pas besoin. Si vous tapez ça, ça devrait marcher. C'est bizarre. Normalement, le code QR devrait fonctionner. Après la barre, c'est correct. On le voit en haut. Crisptext1. Comme là-haut, là. Voilà. Donc, jusque-là, vous mettez juste ça. Est-ce que ça marche? Ils disent not found. Est-ce qu'on peut sinon revenir un peu? Revenir à la page peut-être précédente, voilà. Voilà. Ça donner un peu. Parce que Comment? Tab. OK. Alors, essayez à nouveau avec le chat QR. En principe, j'ai testé plusieurs fois, ça devait marcher. Non, moi je l'ai. Non, c'est Tu l'as? Mais attends. Oui. Maintenant, ça marche. très bien. Voilà, c'est très bien. Simplifié, voilà. Simplifier quoi veut dire qu'est-ce qu'on peut simplifier à votre avis quand on traduit et comment est-ce qu'on peut le simplifier? C'est le deuxième petit rappel. On va regarder ce qui se passe. Et on a des choses qui commencent à apparaître, c'est bien. Est-ce qu'il y a des candidats aussi pour simplifier comment? Explication, bien sûr. Ok, je vais apparaître plusieurs choses. Donc, justement, qu'est-ce qu'on peut simplifier? C'est intéressant ça. Là, vous avez plus de réponses que dans le comment. Ce qui veut dire, je ne sais pas, peut-être que vous trouvez ça plus facile à trouver une réponse à la question de savoir ce qu'on peut simplifier, plutôt qu'à la question de savoir comment on peut simplifier. C'est intéressant ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Le lexique, absolument.
Hein. Les mots, et bien lexique aussi. La phrase, oui, la syntaxe, quand elle est compliquée, absolument. Les jeux de mots, oui. Maintenant, là, il y a un peu un problème. Quand on simplifie un jeu de mots, généralement, on perd le jeu de mots. Hein, quand on l'explique, ouais, c'est plus un jeu de mots. Mais oui, absolument, parce qu'il faut que le lecteur comprenne. La forme, absolument. La syntaxe, par exemple, c'est la forme d'une phrase. Hein. On peut simplifier la forme. Le contenu, le sens des mots, ça veut dire contenu, à mon avis. Hein. La langue, oui, oui, rendre des textes compréhensibles, par exemple, à des lycéens. Oui, ça dépend aussi du public qu'on choisit. Simplifier des concepts, c'est toujours du contenu. OK? J'ai beaucoup de réponses pour le comment, ça c'est bien. Alors, par des notes de bas de page, par un lexique plus facile, par un langage plus simple, plus compréhensible, plus correct éventuellement, en simplifiant la syntaxe, par exemple en employant de la parataxe hein, au lieu de subordonner, absolument, et en utilisant un langage moderne. Oui, ok, les questions, je vais les garder pour après. Il y a des gens qui ont déjà découvert ça, c'est super bien. Il y a un onglet questions. Tout au long de la conférence, vous pouvez poster vos questions et à la fin, on va regarder. Ça va? Ok. All right. J'ai encore une question. Je crois qu'on peut, quand on regarde, hein, qu'est-ce qu'on peut complexifier? En gros, il y a là-dedans deux choses. Le contenu et la langue. La langue, lexique, syntaxe, complexité de toutes sortes. Mais quand on traduit un roman, il y a une troisième catégorie. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Dans le contenu d'un roman, lui, on peut simplifier. On peut simplifier la langue d'un roman, mais il y a une troisième chose qu'on peut simplifier. Les images. S'il y a des images, mais ça c'est du contenu, on va dire. Oui. Non, la troisième chose, c'est la façon dont ce roman est raconté, la narration de ce roman, les métaphores narratives. Ça aussi, c'est une chose qu'on peut simplifier. OK? Alors, regardez comment, et vous avez raison, comment vous dites que ce qu'on peut simplifier, ces catégories-là, en fait, reviennent dans comment on peut simplifier. Quand vous dites par des notes, en fait, c'est une question de contenu. Quand vous dites par la parataxe, ou ce que c'était par la parataxe, une syntaxe simplifiée, un langage simple, on parle de langue. Okay? Si la langue est complexe, c'est dans la langue qu'il faut la simplifier. Si le contenu est complexe, c'est dans le contenu qu'il faut le simplifier. Vous avez raison, on trouve à gauche et à droite les mêmes catégories. OK? Maintenant, petit retour à la diapo. Et on va revenir aux padlettes après. On n'allait pas pouvoir revenir. Regardons un peu ce que les traducteurs ont fait avec les trois exemples que j'avais donnés. Je vais aller vite, parce qu'après, dans un troisième temps, on va analyser ça. OK? Mais je voulais quand même déjà, parce que je sais que vous êtes tellement curieux, vous dire comment ça a été traduit. Et maintenant, je vais vous étonner. On va regarder d'abord les traductions italiennes. All right? Et puis, comme je suis absolument pour la promotion du multilinguisme, ensuite les exemples en néerlandais. Qui parle le néerlandais? C'est génial. Ça veut dire que je vais pouvoir vous dire n'importe quoi et vous n'avez qu'à me prendre. Je connais bien l'allemand, donc quelque chose. L'anglais et l'allemand vont aider. Ça va aider. Ok. On va faire. En italien. Bon, maintenant, vous allez me dire combien de traductions il y a en italien de ce roman du XVIIIe siècle. Il y a une idée. Qui dit une seule? Donc, on lève la main. Dans mon tour, on vote souvent. Pardon. Quand je fais court, on vote tout le temps. Qui dit une seule traduction? Si c'est traduit, c'est traduit. Qui dit deux? 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'arrête là? Je crois que 9, 10. une quinzaine de traductions, on peut avoir une quinzaine de traductions. Mais... On peut en avoir
autant que l'on veut. Dans le cas de la Claude, il y en a 14. 14. Wow. Bien joué. J'ai fait une liste, mais je ne vais pas les mentionner toutes, parce que dans ma liste, qui est chronologique, il y a des choses intéressantes à constater quand on regarde comment ce titre a été traduit. En italien. Donc, non. D'abord, on va faire ce que tout le monde fait. On utilise DeepL ou Google Translate. En italien, chose fort intéressante, rien. Ils donnent exactement le truc en français. Bizarre, non? Et on ne sait pas quoi faire. Et je lui dis que c'est du français et qu'il faut le traduire en italien. Et il me donne ça. C'est pas traduit du tout. Bizarre. Que fait la première, enfin, je ne sais pas, la première traducteur, traductrice anonyme? Ce qui est généralement un peu suspect dans le monde de la traduction. Alors là, ce titre, attention, il ne faut jamais lire ce roman. Amici, ciel, fidèle. Voilà. Perfide, c'est plus que dangereux. Hein. C'est pas liaison dangereuse, c'est amitié perfide. Deuxième traduction, toujours anonyme, même titre. Et là, on est au début du XXe siècle. Okay. Troisième traduction, 1927, Valerio Folco, I legami dannosi. Quatrième traduction, Ferdinando Palazzi, dans les années 30, Amicizie pericolose. Et puis, à partir de là, les traductions de Maria Teresa Nessi, de Cinzia Pigliosi Frank, de Beninis Capati, et d'autres encore donnent les relations pericolose. Une des raisons pour lesquelles il y a tellement de traductions en Italie, comparé à beaucoup d'autres pays, c'est les maisons d'édition. Okay. Mondadori, Carzanti, Feltrinelli et encore 2-3 autres se partagent le marché. Quand il s'agit d'un roman connu qui appartient au patrimoine mondial, ils veulent avoir leur propre traduction. Parce que c'est une question de prestige et de vente, évidemment. Alors, le prestige et la vente, c'est ce qu'on appelle en sociologie la traduction capital symbolique et capital réel. Hein. Ils sont très liés et c'est une raison pourquoi souvent on retraduit. C'est pour gagner de l'argent et en même temps gagner du prestige, parce que là je peux dire que moi, bien, j'ai ma propre traduction de Joyce ou de Lacan. En néerlandais. Alors je vais vous aider, j'ai ajouté des glosses en français. Ok? Il y a 4 traductions en néerlandais, ce qui pour le néerlandais beaucoup. La première traduction, si je traduis ça en français, jeu dangereux avec l'amour. Deuxième traduction, amour dangereux. Troisième traduction, même passion dangereuse. Et puis la dernière traduction en date donne tout le titre, y compris le sous-titre. Ok? Le titre en néerlandais est relation risquée et puis Aufblieben zusammen, etc. Donc tout le sous-titre est là. Voilà, ce qu'on n'a pas en italien, ni en anglais, par exemple. Deuxième exemple. Before Born Babes, qu'est-ce qu'un traducteur fait avec ça? Alors là, je n'ai pas regardé les traductions italiennes, pour la simple raison que je viens de déménager de bureau et tous mes bouquins sont dans des boîtes, quelque part, et je n'ai pas eu le temps de chercher je crois que j'en ai 3, les 3 traductions italiennes que j'ai, mais il y en a 8, okay, de Ulysses, il y en a 8. Enfin, 7,5 en fait, mais j'explique ça une autre fois. Que fait Diebel? Avant de naître, le bébé était heureux. Dans le ventre de sa mère, il a été adoré. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Non, mais quand même, c'est pas mal. Que fait un traducteur humain en français? Auguste Morel. Aussitôt que 1929, il ne faut pas oublier que c'est très tôt, hein, 1929, on est dans un monde totalement différent du nôtre. Bébé non né eut félicité, fœtus il fut fêté. Belle. Non? Ah. Moi, je trouve ça excellent. Oui. Alors, en néerlandais, c'est un peu différent. Le premier traducteur a fait une traduction très longue.
Je vais expliquer après pourquoi c'est le cas, mais sa traduction dit plus ou moins « Nouveau-né avant naissance, bienheureux sentiment possédé ». Je n'ai pas fait attention à la syntaxe en français, je garde ça un peu moins mot. Gagner appréciation lors en sein, mais sein dans le vieux sens du mot, comme au sein du gouvernement, qui en fait veut dégoûter. Deuxième traduction, qui est déjà un peu plus courte, et avec des allitérations qui marchent un peu de musique en néerlandais. Okay? Écoutez les allitérations. In Buitenbol was born in Play. Ça ressemble à l'ancien anglais. Oui. Et puis, le schuttelende schot schonken in scherming. Ça, c'est un son que vous ignorez en italien. Hein? C'est pas mal, ça. La troisième traduction est beaucoup plus courte. Prénatal pour plaisir, schot schot schot. C'est génial comme musique, hein? Before one big bliss had, within room when he worship. La musique, on est bien là. Et dans les premières traductions, la musique n'est pas là. Mais il y a autre chose. Dit-elle, pas mal, hein? Avant de naître, le bébé était heureux. Dans le ventre de sa mère, il a été adoré. Le bébé non né, félicité, fœtus, il fut fêté. C'est de la slang poetry. Hein? Voilà. Eigenweit of Inuit, très rapidement, comment est-ce qu'on peut traduire ça en français? Diepel, j'ose pas prononcer ça. Diepel ne donne rien. Si je devais le prononcer, pardonnez-moi, ce serait agenbitre, mais enfin, c'est un mot un peu dangereux, hein? Donc ne disons rien. Auguste Nouvel, morsure de l'ansois, est dans la retraduction, la seule en 2014. En 2004, par contre, ça donne remords de l'inexprimé. Là aussi, je vais dire des choses là-dessus après. Voilà. Certaines de ces traductions simplifient. La question était, qu'est-ce qu'elles simplifient et comment est-ce qu'elles simplifient? Que veut dire simplifier? Alors, on va regarder du côté de la traductologie, okay, pour essayer de trouver une solution. D'abord, on va regarder ce qu'en dit notre traducteur et beaucoup trop modeste traductologue. On va regarder le programme, en fait, du colloque international, l'appel à communication, parce que là, on disait des choses sur la simplification, puisque le colloque portait sur la simplification. Et donc, j'ai repris le texte que Fabio a envoyé à l'époque, hein, cet appel à communication, dans lequel on dit plusieurs choses sur la simplification. La traduction peut être associée de diverses façons. Alors ça, on l'a vu, le Padlet que vous avez rempli, hein, c'est clair. Ça peut signifier beaucoup de choses. Et puis, j'ai été frappé par le fait que dans le texte, on emploie deux mots différents. Le premier mot, c'est le mot de concept. Le deuxième mot, c'est le mot de thème. On dit que la simplification est un concept et on dit que c'est un thème. Mais ce n'est pas la même chose. Okay? Que dit le trésor de la langue française? Le très gros dictionnaire qu'on trouve d'ailleurs en ligne et gratuitement, c'est génial. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Parce que je me demande, en anglais, on emploie juste le mot idea. En français, en italien, en allemand, les deux mots. Alors, quelle est la différence? Que dit le TLFI, hein, le trésor de la langue française informatisé, celui en ligne? Un thème, c'est une idée ou un sujet développé dans un discours, un écrit ou un ouvrage. C'est une idée, c'est une pensée. Je vais retenir surtout, okay, c'est le propos, c'est le centre des préoccupations, le centre de l'objet de la réflexion. C'est bien notre thème aujourd'hui. Okay? Qu'est-ce qu'un concept? C'est un peu différent. C'est une représentation qu'on peut se faire mentalement, mais qui doit être objective et stable. Ma question est donc, est-ce qu'on peut rendre cet objet de la réflexion, est-ce qu'on peut en faire un concept stable? Ou quand je dis simplification, les autres savent ce que je dis. Parce que maintenant, quand je dis simplification, de quoi ça peut être beaucoup de choses différentes. Et donc ça, c'est le travail que j'ai essayé de faire pour le colloque à l'époque déjà, et pour l'article aussi que j'ai soumis à l'élection. Comment est-ce qu'on peut transformer cet objet de réflexion en une représentation objective et stable? Comment, en d'autres termes, est-ce qu'on peut conceptualiser
l'idée de simplification, mais attention, alors là, spécifiquement en traduction littéraire, et plus spécifiquement encore, en fait, dans la traduction de roman. Ok, ça c'est le travail que j'ai essayé de faire. Donc, je vais essayer de vous parler maintenant, et ensuite on revient à nos exemples et on va les analyser. Comment? Que nous apprend la traductologie? Quand on cherche des sources en traductologie, quand on cherche à avoir une meilleure idée sur un concept, sur un thème, il y a deux sources qui sont d'une très grande utilité pour nos étudiants et pour vous aussi. Ces deux sources sont la Routledge Encyclopedia of Translation Studies et puis le John Benjamin's Handbook of Translation Studies. Le deuxième se trouve entièrement en ligne d'ailleurs. Alors, j'ai regardé dans cette encyclopédia et dans ce handbook. Qu'est-ce qu'ils disent sur la simplification? D'abord, la encyclopédia. Rien. Il n'y a pas de lemme, il n'y a pas d'entrée simplification. C'est incroyable. Et puis, j'ai cherché et j'ai cherché et j'ai cherché. Il n'y a aucune thèse sur la simplification en traduction. Et il n'y a même aucune monographie sur la simplification en traduction. Il y a des gens qui cherchent un sujet, je ne sais pas, il y a du travail à faire là. Et ça ne veut pas dire que le mot soit absent. Le terme de simplification est mentionné dans beaucoup d'articles. Alors là, je vais accélérer un tout petit peu. Je ne vais pas lire tous les exemples, mais on trouve de la simplification dans l'analyse conversationnelle, apparemment. Et quand il s'agit d'employer une lingua franca, oui, parce que c'est une langue plus simple, évidemment. Aussi, parfois, dans les médias, quand on est en train de sous-titrer, par exemple, de la simplification dans le dubbing, dans le doublage, que vous connaissez en Italie. En Belgique, on n'a pas ça, on a du sous-titrage. Là aussi, il y a des formes de simplification parce que l'espace est limité. Ah, et maintenant, quand je regarde ça, je vais retrouver ou bien content, ou bien phrase idiomatique ou structure linguistique, donc langue, ou bien le côté narratif. Ah, du coup, je me dis, je vais faire un petit dessin. OK? Ça commence. Je peux faire un schéma. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ou bien, il s'agit de contenu complexe. Maintenant, qu'est-ce que ça peut être du contenu complexe? Beaucoup de choses. Ça comprend des références culturelles qu'un autre public, il y a une autre culture, ne comprend pas, surtout si c'est des allusions, donc implicites, mais aussi toutes sortes de préventions qu'on ne comprend peut-être pas. Le contenu peut être ambigu aussi, chez Joyce tout le temps. Ça, c'est des exemples. Ce n'est pas une liste complète, c'est juste quelques exemples de problèmes de contenu. Okay. Les structures linguistiques, parce que la syntaxe est complexe, parce que ce sont des structures idiomatiques, ou parce qu'on emploie un lexique spécialisé, par exemple. Là aussi, des problèmes que l'on peut simplifier. Et finalement, des caractéristiques narratives complexes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, en fait, tout ce qui, dans la narration d'un roman, n'est pas clair. Qui est en train? Parfois, c'est pas clair. Parfois, c'est un peu en même temps le narrateur et le personnage. Ça, c'est le genre de question que l'on peut simplifier en ajoutant qui parle, par exemple. Ou, je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu la terminologie qu'on emploie, nous, quand on analyse des récits. La focalisation, là, la question est de savoir, quand vous avez une description, mais qui voit ce que maintenant je dis? Okay? Ça peut être le narrateur, ça peut être un personnage, ça peut être une personne, et ça peut être deux en même temps. Donc tout ce qui est double, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas explicite en narration, ça c'est des problèmes. Le style indirect du livre. La multivocalité, c'est ce qu'on appelle en anglais multi-voiceness. Là, je vais vous donner des exemples par la suite. OK? Là, vous allez mieux comprendre. L'idée est que une phrase est prononcée, non pas par une seule personne, mais par une personne qui parle dans la voix d'une autre personne qui parle dans la voix d'une autre personne qui parle. L'exemple le plus connu, c'est la citation. Quand moi, maintenant, je dis « Comment allez-vous »
Et Fabio répète, qu'est-ce a dit, comment allez-vous? Dans son comment allez-vous, il y a deux voix, la mienne et la sienne. Ça, c'est un exemple de multi-voiceness, mais ça peut devenir très compliqué. Là aussi, je vais vous donner un exemple par la suite. Du coup, je peux faire un petit dessin. Regardez, est-ce que c'est pas bon? Alors, la simplification. Quand je regarde, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Quel est le matériel dans le texte source que l'on peut simplifier en traduction? Il y a trois possibilités, en gros, contenu, langue, caractéristiques narratives. Et maintenant, pour être sûr que nous parlons de la même chose, quand nous parlons de la même chose ou non, je vais donner un mot, un terme à chacun de ces éléments. Et du coup, je vais utiliser le mot simplification comme une sorte de super terme, un hyper terme, dans lequel il y a des composantes. Composante numéro 1. Quand on simplifie le contenu, je vais appeler ça une conventionnalisation. Ça va? C'est juste un mot. Hein? Enfin, il est choisi exprès, mais enfin, c'est juste un mot. Quand on va simplifier la langue, je vais employer standard. Une conventionnalisation et une standardisation. C'est tous les deux des simplifications, mais ce n'est pas la même chose. Justement. OK? Et puis, pour le narratif, monologisation. Parce qu'on va séparer les voix, on va rendre ça non pas multi-voiced, mais single-voiced, de la monologisation. Ça va? All right. Si vous avez des questions, n'oubliez pas qu'on a un Padlet. OK? Maintenant, notre boulot, c'est d'essayer de trouver quelque chose pour remplir le schéma à droite. Et pour ça, j'ai décidé de regarder cette fois-ci pas la Routledge Encyclopedia, mais l'autre manuel, OK? La Handbook of Translation Studies. Là non plus, il n'y a pas d'entrée simplification, mais vous n'allez pas me croire. Mais si vous allez me croire, parce que je vais vous montrer, tout ce qu'il dit sur la simplification, c'est sur le comment. Jamais sur le quoi. C'est bizarre. Un manuel ne parle que du quoi, et l'autre ne parle que du comment. Je n'ai aucune explication pour ça. Je ne sais pas pourquoi c'est le cas, seulement c'est le cas. Parfois, on a de la chance quand on essaie de faire un schéma. Ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Pas d'entrée non plus, mais beaucoup d'articles qui mentionnent la simplification. Déjà, la simplification liée à l'adaptation. Quand on adapte une chose, souvent, elle est simplifiée. Surtout, beaucoup d'articles qui sont liés à la traductologie des corpus, OK? Ou l'explicitation, la simplification, la normalisation, qu'on appelle parfois aussi standardisation, OK? La loi de l'interférence, etc. Ce sont d'hypothétiques universels de la traduction. Il faut rester prudent. Hein? OK. Cette idée, ce serait que dans la langue traduite, quand je fais un corpus uniquement des traductions, là, je vais trouver des exemples de simplification, toujours. Je vais trouver des exemples d'interférence du texte source dans le texte cible, toujours. Mais je ne regarde en fait que le texte cible. Je ne vais pas me demander est-ce que c'est bien traduit ou non. Je regarde juste la langue qui est employée. OK? Voilà. Les journalistes qui traduisent travaillent dans des conditions parfois très difficiles, des dates butoirs impossibles. Donc là, on simplifie aussi. Dit Luc van Dooselaar, qui est un grand spécialiste de traduction et journalisme, ou du lien entre les deux plutôt. Yves Gambier parle de stratégie ou technique de traduction, dont une est la simplification. Et puis, il y a l'article de Chesterland sur les Translation Universals, qui dit, en fait, ce qui se trouve là déjà aussi, c'est un possible, probable T-universal. T veut dire target. Alors, il existe deux types d'universaux. Les universaux de type T, target, cible, c'est des universaux, des comportements dans la langue cible. OK? Les universaux de type S, ce sont des comportements en traduction, mais par rapport au texte source. Ça, ce serait ce que j'ai montré avant.
c'est le fait que l'on simplifie du contenu de la langue ou la narration. Ça, c'est S. OK? Mais ici, on parle que d'universaux de type T. Bref, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que la simplification dans ce manuel est présentée comme un universel de type T qui est lié, par exemple, à l'adaptation et qui est aussi lié aux stratégies de traduction. Du coup, là, je me trouve à droite dans mon schéma parce qu'on parle de T, OK? Target. Comment est-ce qu'on peut simplifier? C'est bien dans la cible. Qu'est-ce qu'on peut simplifier? C'est bien dans la source. Ça va? OK, donc là, voilà, problème résolu, hein? Mon schéma est rempli. Eh bien, non. Car, quand il s'agit de littérature, il faut quand même se poser des questions. OK? Cette idée de simplification comme un universel, l'idée que la traduction simplifie par définition et toujours, ça appelle quand même deux pensées, deux remarques. La première remarque, voilà, c'est que toute cette branche de plus en plus grande de la traductologie qui travaille avec des corpus, elle est basée sur des corpus parallèles, texte source, texte cible. Mais derrière, il y a l'idée que ce qui se trouve dans le texte source et dans le texte cible, c'est la même chose. Mais nous, on essaye de penser la simplification. Alors, comment est-ce que ça peut être la même chose? Ça veut dire qu'il n'y a pas de simplification si c'est la même chose. Donc, je trouve que là, on entre un peu dans un paradoxe dont je n'arrive plus à sortir. Donc, il faut réfléchir un peu. Est-ce qu'on peut avoir, en traduction littéraire en particulier, quelque chose comme des universaux? Je n'en suis pas convaincu du tout. C'est fondé sur l'idée que source et cible sont équivalents. Je ne suis pas convaincu que ce soit toujours le cas. Okay? D'autant plus qu'en traduction littéraire, nous avons eu une sorte de révolution à partir des années 90, 90 déjà, que l'on appelle le cultural turn in translation studies, dont l'idée est que nous sommes convaincus, en traduction littéraire, qu'on ne peut pas étudier des traductions uniquement sur le plan de la langue. Et c'est exactement ce qu'on fait dans les corpus studies. Parce que traduire, c'est traduire de la culture. On ne peut pas séparer langue et culture quand même. Hein? Surtout s'il s'agit de traduire des textes littéraires. Alors, on peut regarder, est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a des universaux de type T? On regarde juste la langue. Mais en traduction littéraire, on traduit quand même quelque chose. On traduit une œuvre littéraire. Hein? Donc, en traductologie littéraire, nous sommes en fait très contents d'avoir échappé ce qu'un livre tout récent appelle The Cage of Language. Hein? Il s'agit de culture, il ne s'agit pas de langue. La langue est un instrument, mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit de culture. Okay? Voilà. Alors, on traduit bien quelque chose. Toutefois, en traductologie littéraire, nous avons aussi un modèle, et on a beaucoup une idée, qui est de Gideon Toury, disons, le fondateur de ce qu'on appelle Descriptive Translation Studies, qui dit que quand on traduit, on essaie en fait de répondre à deux impératifs, toujours les deux, toujours en même temps, et ils sont toujours contradictoires. Le premier, c'est ce qu'il appelle adequacy. Quelle est l'idée de adequacy? L'idée est que quand on traduit, la traduction doit être une traduction adéquate comparée au texte source. On peut appeler ça fidèle, si vous voulez. Hein? OK? Mais en même temps, il y a toujours le principe de la acceptability, qui veut dire que la traduction que vous faites, elle doit être acceptable dans la culture cible. On ne peut pas traduire n'importe quoi, n'importe comment. Okay? Je vais donner un simple exemple de cette acceptability qui parfois ne peut plus marcher. Il y a un des romans de Agatha Christie, okay, qui, je vais employer le mot « N ». Okay? Soyez avertis. All right? En citation, ce n'est pas moi qui le dis,
mais il y avait dans le titre le mot Negro. Mhm. Dans la traduction française, le mot d'itinéraire. Mhm. Aujourd'hui, ce roman, même dans l'original, s'appelle And Then There Were None. Ça, c'est une question, pas de traduction, pas de mauvaise traduction, mais d'acceptabilité. Okay? Donc, la culture, elle joue un rôle absolument clé, et certainement en traduction littéraire. Ça, c'est une première pensée. Okay? Donc, cette idée d'universel, il faut être prudent et critique. La deuxième idée, c'est que ce petit modèle, c'est très bien, ce handbook, c'est très bien, mais il y a toute une littérature scientifique sur les stratégies de traduction ou techniques de traduction. Les mots varient, il y en a aussi qui appellent ça des procédures de traduction, mais je ne vais pas entrer dans ce débat-là, qui inclut la traduction littéraire, parce que le handbook ne le fait pas. Et donc, on doit aussi regarder tout ça. Alors, je l'ai fait pour vous. Vous ne devez pas regarder tout ça, il y a beaucoup de sources qui utilisent des mots différents, des typologies différentes. Chez l'auteur X, le mot qu'il emploie, chez l'auteur Y, veut dire autre chose. C'est d'une complexité chaotique incroyable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est complexe? Simplifier. Exactement. Et donc, j'ai simplifié ma question. Ça va? Du coup, ma proposition pour approcher notre problème, qui est la simplification en traduction littéraire, c'est ceci. 1. On ne va pas dire que la simplification peut être approchée comme un universel, mais on va penser ça pas en termes d'universaux, mais de variables. OK? Et alors, ça commence à être intéressant. Du côté, est-ce qu'on peut simplifier? On sait déjà, j'ai 3 sortes de simplification qui sont 3 variables que je peux rencontrer, mais que je peux tout aussi bien ne pas rencontrer. OK? Et du côté cible, target, je vais trouver des variables T. Et alors, je vais avoir un modèle avec des variables qui est beaucoup plus fonctionnel, moins essentialiste, qui n'est pas basé sur l'idée qu'une traduction, c'est toujours la même chose que l'original, ce qui n'est rare. OK? Deuxième. Qu'est-ce que je trouve alors du côté des variables T? À gauche, ce qu'on simplifie, à droite, comment on simplifie. Alors, pour la beauté de mon schéma, mais aussi par simple bon sens, il va y avoir 3 catégories. Comment est-ce qu'on peut simplifier quelque chose? Okay? On peut ajouter pour l'expliquer. On peut enlever ou on peut changer. Il n'y a que ces 3 possibilités. On ajoute, on enlève ou on change. Il n'y a pas autre chose. De là, 3 catégories. OK? Et là, on est dans mon domaine, qui est la poétique. Qu'est-ce que veut dire poétique? Eh oui. La définition que je donne, c'est celle d'Aristote. J'aime toujours retourner au sources. Ça s'appelle peripoietikes, ça veut dire sur la poétique. Sur poien veut dire créer. OK? Il a aussi écrit une rhétorique, mais la rhétorique n'est pas sur les textes qui sont créés, c'est pas sur l'utilisation créative de la langue. Alors, il y a la poétique. En d'autres termes, c'est son ouvrage sur la fiction. À son époque, c'était 2 genres, l'épopée et la tragédie. Et aujourd'hui, on fait beaucoup ça. Alors là, la poétique de la traduction, c'est le domaine dans lequel je suis. Okay? Qu'est-ce que c'est que la poétique? C'est l'étude des formes dans un ouvrage ou dans une traduction. Okay? L'étude des formes, donc en fait l'étude de la manière dont un texte, qui est une œuvre d'art verbal, recourt à la langue ou à la forme, pas le comment. La droite de mon chemin. OK? Le comment. Quelles sont les techniques qu'on emploie? Quelles sont les stratégies qu'on emploie? Rendre ou représenter un ou des contenus. Le quoi? C'est la gauche. Okay? Le quoi, c'est-à-dire contenu, langue et narration. Okay?
Et quels sont les effets quand on emploie telle forme pour rendre tel contenu ou telle autre forme pour ce contenu? Ça a un effet sur le public cible, sur l'interprétation que l'on fait de ce texte ou de cette traduction. Ça va? Et du coup, reprenons notre petit schéma. All right? J'ai ce qu'on avait déjà. À gauche, hein, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Réponse contenue, alors j'appelle ça une conventionnalisation, langue, standardisation et caractéristiques narratives, monologisation. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut simplifier ça? Quelles sont les stratégies, les techniques que l'on peut employer? Là, j'ai les variables S. Maintenant, on va chercher les variables T, qui sont toujours la traduction d'un équilibre entre ce que Toury appelait adequacy et acceptability. Ça va? Okay. Première possibilité de variable T. On va ajouter. OK? Je vais appeler ça explicitation, mais dans la littérature, on trouve d'autres termes. Ce n'est pas à chaque fois exactement la même chose. Comment est-ce qu'on peut expliciter? Expliciter veut dire rendre plus clair, rendre plus explicite, rendre plus compréhensible. On peut ajouter une paraphrase. On peut ajouter un exemple. On peut ajouter un élément d'information qui n'était pas là. Ça, c'est ce que j'appelle ici l'addition. On peut spécifier, on peut employer un hyponyme, hein, beaucoup de choses. Mais c'est toujours un ajout de la explicitation. On peut aussi changer. On peut adapter. L'adaptation. OK? Et dans l'adaptation, là aussi, on trouve beaucoup de possibilités. Je donne un exemple. Quand il y a une allusion culturelle, c'est un problème de contenu, je peux la simplifier ou bien en l'explicitant, ou bien en l'adaptant, et je peux substituer ça à un élément que mon public connaît. Voilà. Par exemple, Joyce, dans Ulysses, utilise le mot Parigi. Et en traduction française, je trouve Paris et pas Parigi. Pourquoi pas? Ah, parce que ça a été adapté. OK? Et la troisième chose, je peux aussi enlever ce qui est compliqué pour le simplifier. Ça, je vais l'appeler condensation. C'est toute forme de résumé, toute forme de réduction et même dans le pire cas ou dans le cas extrême, l'omission totale. Ça arrive. Et comme ça, j'ai un système qui permet de décrire comment on peut simplifier en traduction et on peut être d'accord sur les mots. Et ça, c'est un peu. Là, le mot simplification, le thème simplification est devenu un concept. Vous voyez la différence? Parce que là, on est d'accord sur ce qu'on dit. Quand maintenant je dis condensation, vous savez ce que je dis. Ah oui, on est du côté T. Hein, et la condensation, ça veut dire qu'un élément complexe est simplifié en disparaissant, en quelque sorte, ou en étant réduit. Et quand je dis explicitation, vous comprenez aussi, quand je dis conventionnalisation, on sait ce que je dis. Voilà. J'ai de nouveau une question pour vous. All right? Le Padlet, il est toujours là. Si vous avez des questions, vous y allez. Mais j'ai une question pour vous aussi. Quand on regarde mon petit schéma de la simplification, ma question pour vous est, mais que veut dire alors complexité dans ce schéma? Réfléchissez un peu là-dessus, OK? Quand je dis simplification, c'est très bien tout ça, mais que veut dire alors complexité? Je vais vous montrer le schéma. Vous y êtes pour le panel? Ouais? OK. Parce que comme ça, c'est plus facile, évidemment. Voilà. Ça, c'est le schéma que j'ai fait. Maintenant, ma question est, comment est-ce qu'on peut penser la complexité? Qu'est-ce que c'est alors? Parce que Peters, il n'arrête pas de parler de simplification, mais alors il faut aussi dire quelque chose sur la complexité. On peut simplifier que ce qui est complexe. Simplifier ce qui est simple, ça ne marche pas. Donc voilà, qu'est-ce que c'est la complexité?
Mhm. Oui, Mhm. j'arrive. Oui, 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 oui. Prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Complexity is in the eye of the beholder. Hein, la complexité est dans l'œil du lecteur. Oui, la simplicité aussi, la lecture aussi, la langue aussi, la vie politique aussi, le fait que vous trouviez que je sois un bon pour vous non aussi. Allez, c'est un peu. Je comprends l'idée, mais on court un peu le risque de ne plus pouvoir rien dire quand on dit ça. Hein, mais c'est vrai ce que vous dites. Chaque lecteur va donner un autre sens à ce qu'il lit. Et du coup, chaque traducteur, puisqu'un traducteur est tout d'abord un lecteur, va aussi traduire de sa propre manière. Hein. Absolument. Mais la question pour moi n'est pas est-ce que c'est oui ou non in the eye of the beholder. Ma question est comment est-ce qu'on peut décrire ce qui se passe quand on regarde le texte d'une traduction. Et ce texte, il est là. Il est là. C'est vrai que les gens l'interprètent différemment, mais le texte, il est là. Mon job en tant que traductologue, c'est d'essayer de décrire, mais quels sont, je sais pas, en tant que spécialiste poétique de la traduction, c'est d'essayer de décrire qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de la forme et comment est-ce que ça influence le contenu et son interprétation. Voilà. Simplifier, c'est rendre accessible. Oui, ça c'est intéressant. Absolument. Une des questions auxquelles je ne touche pas pour l'instant, je devrais inclure ça dans mon schéma, mais alors mon 2 fois 3 va disparaître et ce serait dommage. C'est la question du public cible. Rendre accessible, mais ça veut dire rendre accessible pour qui ou pourquoi. Ok? Je vous donne un exemple. Une des traductions italiennes de Ulysses, celle d'Enrico Tarimoni, qui est un prof à Rome 2, que je connais très bien, Enrico. Excellente traduction, mais un peu différente des autres, parce que lui a pris le pari de démocratiser Ulysses. C'est comme ça qu'il le dit et l'écrit dans chaque texte qu'il lit et dans chaque interview qu'il donne. Il parle de démocratisation. Il trouve très important de rendre le texte plus accessible. Okay? Tandis qu'il y a aussi ce qu'on appelle par exemple des traductions plutôt philologiques, où l'idée est ça va rester très proche du texte source. Et puis si on comprend, si on ne comprend pas, on s'en fout un peu, mais ça va être exactement, le plus exactement possible. Hein. Il y a des philosophies différentes, absolument. Alors, qu'est-ce qu'on trouve encore enlever des niveaux de lecture, ça je ne comprends pas très bien. Je dois dire, attendez, qu'est-ce qu'on a? Des expressions idiomatiques qu'on ne peut pas traduire et pourtant simplifier dans une autre langue. Oui, absolument. L'idiomaticité est certainement une complexité. Absolument. Par exemple, dans un roman, de nombreuses structures narratives différentes. Oui, absolument, absolument. Simplifier, c'est rendre accessible. Oui, 3 choses. On peut essayer de rendre le contenu plus accessible, la langue plus accessible ou la narration plus accessible. Évidemment, l'un n'exclut pas l'autre. Ça peut être 2 ou 3, ou toutes les combinaisons sont possibles. Okay. Je vais retourner un peu voilà, à la présentation, parce que je viens de regarder l'heure et je commence un peu à me faire le souci. Voilà. Alors, complexité. Mais en fait, dans le même schéma, c'est là. Mais en filigrane, entre les lignes, si vous voulez. Parce que si je dis, ça c'est une chose que l'on peut simplifier, mais du coup, c'est une chose complexe. Donc en fait, j'ai aussi une sorte de modèle de ce qui est complexe en littérature. OK? Pour le traducteur. Du côté des variables S, je trouve tout ce qui est contenu culturel complexe, tout ce qui est langue complexe, tout ce qui est narration complexe. Ça, c'est évident. Du côté
droite, je vais aussi trouver le contraire. Le contraire, quand est-ce qu'on va traduire en gardant ce qui est complexe? Donc, je vais trouver le contraire. Okay? Pas l'explicitation, mais l'implicitation. Ça veut dire que tout ce qui est compliqué, je ne vais pas l'expliquer, ça va rester comme ça. Okay? Les allusions culturelles restent des allusions. Elles ne vont pas être expliquées. Okay? L'intertextualité qu'il y a dans Ulysses, il y en a beaucoup, ne va pas être expliquée. Elle est là. Exactement comme pour l'auteur anglophone, ce n'est pas expliqué. Hein? Alors pourquoi l'expliquer pour certains traducteurs? Et donc ça reste comme ça. Okay? Et puis, au lieu d'adaptation, je vais retenir ces éléments. Encore une fois, ça peut être des éléments de contenu, de langue ou de narration. Hein. Je vais les garder. C'est ce qu'on appelle en traduction la rétention du verbe retenir. Hein. Par exemple, je retiens des éléments qui sont étrangers. Certains mots. Parigi, dans un texte anglais, traduit en français, resterait Parigi. Parce que c'est Parigi dans l'original. Je ne vois pas pourquoi ça nous fait Paris. Trouve certains traducteurs, encore une fois. Et puis, et ça c'est une chose que je dois rapidement expliquer, au lieu de condenser des choses, de les comprimer, d'enlever éventuellement, on va trouver ce que un de mes grands héros en traductologie, qui est Antoine Berman, appelait traduction littérale ou traduction de la lettre. Donc, attention, la traduction littérale, ce n'est pas la même chose que ce qu'on appelle en anglais literal translation. Traduction littérale ne veut pas dire traduction moins mot. Traduction littérale veut dire traduction de la lettre. Et par ça, Berman veut dire une traduction qui ne fait pas attention seulement au contenu, mais aussi à la lettre, à la forme, à la langue, à la manière dont ce contenu est formulé. Et essaye quand même d'en garder le plus possible aussi. Donc c'est une traduction qui ne veut pas être transparente, okay? Mais qui va faire attention à des choses comme le rythme, la sonorité d'un texte. Hein? Voilà. OK? Ça, c'est un modèle de la complexité. Notre exemple, très rapidement. Right? Pour vous montrer que ce schéma, en fait, enfin, à mon sens, marche. Alors, les liaisons dangereuses, c'est notre premier exemple. Ça va? Vous vous souvenez de toute cette traduction italienne? Alors là, en gros, on peut dire qu'il y en a 4. Il y a 4 versions. Il y avait Amicizie perfide, i legami dannosi, amicizie pericolose e le reazioni pericolose. Première traduction. Ah, mon schéma. Alors, il s'agit tout d'abord, je vous montre déjà la solution et puis j'explique, d'une conventionnalisation. On est en train de simplifier, d'expliquer ce que veut dire liaison. OK? Et ça devient amitié. Du coup, la conventionnalisation, la simplification du contenu de liaison devient amitié. On est en train d'expliquer et de spécifier ce que c'est. OK? Alors que, en fait, liaison, au XVIIIe siècle, veut simplement dire relation sociale, pas nécessairement amitié. Donc, on spécifie. C'est une explicitation, mais en même temps, j'ai aussi le perfide, qui est en fait une lecture du roman. C'est une lecture morale du roman, qui est adaptée au public cible de 1900, est-ce que c'était 9 ou 1914, où effectivement, Laclos avait absolument la réputation, ce roman avait la réputation d'être un roman scandaleux, interdit par toutes sortes d'autorités, y compris l'Église. Bon là, en Italie, l'Église, en 1909, il ne faut pas vous expliquer. Hein? Donc c'est aussi une adaptation. Vous voyez? Okay. Deuxième exemple, j'ai un peu la même idée parce que, à mon sens, dans tous les cas, legame, c'est un mot qui s'emploie pour certains types de relations sociales. Ça peut être l'amitié, peut-être, mais peut-être plus l'amour, sinon la famille aussi.
Mais enfin, la famille, ici, n'a pas beaucoup de sens. Donc, ça va être quand même l'amour, plutôt. Hein. Donc, c'est toujours une conventionnalisation par explicitation. On parle d'amitié, de mégamère. Troisième traduction, même chose. Ce sont des amitiés. Alors, le changement, c'est que le père fidèle est devenu un monzo ou pericolos. Là, je ne vois pas de différence. Hein, les deux veulent dire la même chose. Mais dans la dernière traduction, je n'ai plus d'explicitation, mais j'ai une implicitation. Que veut dire relation? Ça peut être tout, exactement comme liaison. Ça peut être l'amitié, l'amour, la famille, les cercles que l'on fréquente. Ça peut être beaucoup de choses. Et donc, c'est plus spécifié que là, cette idée que c'est une implicitation. On retrouve de la complexité. Ça va? Voilà. Là, je vais aller beaucoup plus vite. Deuxième exemple en néerlandais. D'abord, on a une conventionnalisation parce qu'il y a l'idée de l'amour et l'idée d'un jeu qui est une adaptation. Parce que ça représente une idée que l'on a aujourd'hui, enfin, pour être précis, en 1950, l'idée que l'on a des salons au XVIIIe siècle. Un salon d'aristocrate, c'est un lieu où on s'ennuie, on n'a rien à faire, et donc on invente toutes sortes de jeux sociaux. L'amour est un jeu dans le salon. Alors, dans ce roman, c'est tout sauf un jeu. Voilà. Et on retrouve la même chose dans les deux autres traductions. Ici, même passion dangereuse. C'est encore plus. Hein. Et je dois dire sur cette traduction, rapidement un petit mot, elle date de 72. C'est vraiment une traduction post-68. Et pour vous le prouver, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait, il y a des illustrations dans ce roman. Maintenant, vous ne connaissez peut-être pas le roman, c'est un roman avec des personnages aristocratiques du XVIIIe siècle. Il y a des illustrations où tous les personnages féminins se promènent poitrine nue dans un salon au vide. Enfin, c'est vraiment post-68, ça. Hein. Traduction libertine d'une œuvre libertine. Ok, mais c'est un autre type de libertinage. De l'art conventionnalisé aussi. Dans la dernière traduction, tout a disparu. Ok? Et donc, je n'ai plus de conventionnalisation, je n'ai pas d'explicitation, pas d'adaptation, mais tout le contraire. Voilà, elle réintroduit la complexité. Regardez la page de titre de cette dernière traduction en néerlandais. Elle miroite complètement la page de titre que le roman avait au XVIIIe siècle. Ça, ce n'est pas l'original. Ce chiffre romain, là, veut dire 1783. Attendez, 88, pardon. 88, l'original date de 82. Hein. Mais il avait tout à fait la même. C'était tout à fait la même présentation. Et on voit que, voilà, donc même là, il y a de la rétention, hein, ou de la traduction de la lettre qu'on voulait. Voilà. OK. N'oubliez pas, le Padlet, il est toujours là pour vos questions. OK. Et à la fin, on va voir. Voilà. OK. Deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, il y a des tas, mais des tas de complexités. Okay. Quelles sont ces complexités? Primo, il faut traduire le contenu. Okay. Alors, je l'ai mis en anglais, mais aussi avec des aussi des choix lexicaux qui sont frappants. Par exemple, le texte dit before born et pas, en anglais normal, before birth. Donc, un adjectif verbal au lieu du substantif. Il dit babe et pas baby, ok? Et il dit aussi un mot quand même bizarre, bliss, au lieu de happiness. En tant que traducteur, je vais essayer de tenir compte de ça. Quand je regarde la syntaxe, j'ai deux phrases brèves. Ça commence par un adjectif verbal, ok? Il n'y a pas d'article, c'est pas the babe. Il n'y a pas d'article, ok? Et les sujets sont postposés. Par là, je veux dire que c'est pas babe before born bliss. Non, c'est postposé. Je dois tenir compte de tout ça. Et finalement, il y a le rythme de tout ça et la prosodie, la rime. Hein, regardez. Il y a 4 allitérations en B, before born, babe, bliss, et puis 4 en W, within womb, one, worship. Ok? J'ai un équilibre syllabique total, 6 syllabes, 6 syllabes. Pour les amateurs de poésie française,
En fait, c'est un alexandrin. Hein? Ok. Oui. Mais en anglais, ça n'a pas de sens de dire que c'est un alexandrin. Mais enfin, 6 plus 6. Et puis, ça commence 2 fois par une anapeste. Une anapeste, c'est un pied. Hein? Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ils font pom, et then boom. Ah aussi, je dois essayer. Un traducteur, mes amis, ne peut pas faire tout ça. Hein. C'est pas possible parce que les langues sont ce qu'elles sont différentes. Ah, donc il faut choisir. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ok, que fait Dick? On l'a vu hein, déjà. En fait, c'est pas mal. Fabio, tu étais étonné. Oui. Oh, wow, wow, c'est bien. Mais regardez, le contenu, il est là. Mais le reste? Voilà le problème de la traduction littéraire. Le contenu est là. C'est une traduction complètement transparente pour le contenu, mais elle ne tient compte d'aucune des caractéristiques que j'ai mentionnées pour le reste. Les traducteurs, les vrais, les humains, ceux qui réfléchissent, qui pensent, qui lisent, qui interprètent, et qui n'utilisent pas d'algorithme, vont faire des choses intéressantes. Bébé, non né, eut félicité, fœtus, il fut fêté. Voilà. Alors, le contenu. Before born devient non né. Je cherche le détail là, hein? Ok, d'accord. Hein? L'utérus, et ça c'est peut-être un problème, l'utérus n'est pas là. Tandis que dans l'histoire de ce chapitre qui raconte la naissance, c'est important que l'anglais soit encore dans l'utérus. Vous voyez, les spécialistes de Joyce, qui ne sont pas spécialistes de traduction, disent que cette traduction est vraiment nulle, parce que womb n'y est pas. Ils n'ont peut-être pas tort, c'est peut-être que vous avez. Je leur dis toujours pas. Allez-y, hein, améliorez alors cette traduction, essayez de vous plaindre, faites-y quelque chose, et puis ils se taisent. Hein? Ok. Pour le lexique, on peut discuter. Babe, c'est quand même autre chose que baby, ça devient bébé, mais il n'y a pas vraiment peut-être d'autres options, je ne sais pas en français. La syntaxe, ah, ça commence par bébé, alors que là, le bébé est postposé. Il faut faire des sacrifices en traduction. Mais rythme et prosodie, là, il y a beaucoup. Hein. Il y a les assonances. Il a choisi, au lieu de l'altération, une assonance en « et ». Bébé, non, né, félicité, fœtus, fêté. Hein. Il y a beaucoup de « et » là-dedans. Et puis des allitérations, mais un peu partout, en B, N et F. Le 9 plus 6 syllabes, ce n'est pas tout à fait hein, le parallélisme dont je parlais, et les anapestes m'en tous. Ok, tant pis. Que fait-on en néerlandais? Right? Alors, vous pouvez regarder la traduction française. Ah, oui, j'ai une question. Simplement, quand vous regardez ça, mais en traduction française, okay? Nouveau-né, avant naissance, bienheureux sentiment possédé. Alors, ne vous en faites pas pour la syntaxe, parce qu'en anglais, elle ne fonctionne pas non plus, donc ça marche. Hein? Est-ce que vous voyez là un problème de traduction? Oui, bienheureux pour this. Ça marcherait encore, vous croyez? On peut l'écrire en un mot, hein. Bienheureux, ça marche. Comment le problème est? Par exemple, si je regarde la traduction néerlandaise, le verbe est à la première place. Non, le verbe, il est là. Ah oui, là, c'est gagné. Oui, là, oui. Oui, là, le verbe est à la première place. C'est vrai. Ouais. Donc, il est déplacé. Mais mon grand problème, c'est la traduction d'un enfant dans l'utérus par nouveau-né. Alors là, un nouveau-né encore dans l'utérus, ce serait une première. Hein. Là, il y a quand même une question de contenu. Voilà. Pour le lexique et pour la syntaxe, il y a des explicitations et des standardisations. Explicitation, par exemple, bliss, qui devient gelukzalige gevoel, 2 mots, adjectif et substantif. C'est beaucoup hein, pour 5 lettres, bliss.
Il va expliquer ce que veut se dire. OK? Ou même chose pour, là, ici, besitzt, possédait, au lieu de had. Ça ne dit pas possessed. Poser, ici, et puis le verbe là aussi. Donc, et puis pour rythme et prosodie, ouh là, c'est long. Hein. C'est beaucoup parce qu'il est en train d'expliciter et de standardiser. Alors, je travaille souvent sur Joyce et aussi sur des pages entières. Et une chose que je constate, je ne sais pas pourquoi, mais c'est que quand un traducteur standardise, il explicite presque toujours, et quand il explicite, il standardise presque toujours. On trouve les deux ensemble. Ouais. Ouais. Troisième traduction, très rapidement, ok. Toujours le problème de l'enfant nouveau-né, toujours des explicitations, et peut-être même encore plus, parce qu'il y a 3 fois là-dedans une idée qui n'est pas dans le texte source. C'est l'idée de sécurité. Il y a 3 mots qui veulent dire sécurité, abri, protection. Hein? Standardisation, oui, beaucoup. Et dans la deuxième partie, quelque chose qui change, au lieu de sujet, l'enfant, le sujet devient l'utérus. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle en traductologie, en traduction, une modulation. C'est un changement de perspective dont on a eu un bel exemple ce matin, en parlant à la conférencière de ce matin à midi. On parlait de la Bretagne et du département où elle habite, qui en français s'appelle le Finistère. Ça vient du latin, finis terrae, le bout du monde. Après, c'est finien. Du point de vue latin, depuis Rome, c'est la fin du monde. Alors, en breton, le Finistère s'appelle tête de la terre. Est-ce que c'est pas beau, ça? Donc, ça, c'est un bel exemple de modulation. Hein, de leur point de vue, c'est là que ça commence. Hein. C'est pas là que ça finit. Voilà. C'est ça que ça veut dire, une modulation. Et puis, pour la rythme, les allitérations, ça commence à marcher un peu mieux. Parallélisme, oui, on l'a trouvé. 10 plus 10, c'est un peu long, mais enfin, mais les anapestes manquent. Et maintenant, la dernière traduction en néerlandais. Okay. Presque tout est là. Et presque tout est là. Prénatal pour plaisir, schuld, schuttingschap. Ok? C'est génial que le musique. Alors, ceci, prénatal, c'est en fait un adverbe. C'est pour ça que je l'ai traduit prénatalement. Mais en néerlandais, l'adjectif et l'adverbe ont la même forme. Donc, un adjectif verbal, c'est exactement la même forme qu'un adverbe. Donc là, on va dire qu'il a l'adjectif verbal, finalement. Comme un allemand. OK, exactement, comme un allemand. Alors, il a traduit l'enfant, babe, par un mot dont le lecteur néerlandophone se dit « Wow, poupée. Hein? Poupée. » Et puis on commence à réfléchir. Et on se rend compte que le mot en néerlandais, le mot pop, c'est aussi la chrysalide d'un papillon. OK? Donc le stade juste avant que le papillon naisse. Et on se dit, putain, en traduction, on peut même ajouter des sens qui ne sont pas là dans l'original et qui sont parfaits. Et en plus, j'ai cherché plus loin encore, je prends le Oxford English Dictionary, qui donne aussi de l'information étymologique. Je cherche le mot babe. Qu'est-ce que je trouve? Babe. Sens numéro 1, baby. Sens numéro 2, ragdoll. Première attestation, 14e siècle. Donc, OK, ça devrait être le 13e, mais enfin. Donc, ils ont trouvé une façon de traduire, même plus que dans le texte, par l'implicitation, justement, en n'expliquant pas. Et en demandant au lecteur de se poser des questions. Pourquoi pop? Pourquoi? OK. Donc, le pop, hein, ça c'est une rétention de ce que j'appelle, de ce que Michael Bakhtin appelle l'hétérologie. L'hétérologie, c'est la variété dans la langue
qui peut aussi être historique, c'est le cas ici. Hein. Voilà, et une traduction de la lettre dans la syntaxe. Regardez. Il faut adjectif, adjectif, substantif, substantif, verbe. Adjectif, substantif, substantif, verbe. Sujet, COD, verbe. Sujet, COD, verbe. Alors qu'en néerlandais, ça ne se fait pas. C'est pas du néerlandais. Enfin, si c'est du néerlandais, mais c'est le néerlandais un peu imité sur l'anglais de Joyce, qui n'est pas de l'anglais non plus. Voilà, de la rétention et traduction de la lettre. Et puis pour les allitérations, tout est là. Ah, magnifique. Maintenant, on va réfléchir un peu, parce qu'il y a encore une chose intéressante à constater, c'est quand on arrête de comparer, comme je l'ai fait, les traductions avec le texte source, il faut aussi peut-être comparer les traductions entre elles. Car après tout, on parle de retraduction. OK? Alors, première traduction, la deuxième traduction. J'ajoute la deuxième. Qu'est-ce que je constate? Il emploie le même mot pour Gabe, le même mot pour room. Donc, il est en train de réutiliser la traduction existante. Du coup, suivez-moi bien, le matériel source est double. C'est le texte source, Joyce, mais la première traduction, qui est déjà un texte cible, est aussi en matériau source, en retraduction. La retraduction brouille un peu les pistes entre cible et source, hein? Voilà. Ou source et cible. Et c'est la même chose pour la troisième traduction. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, l'enfant nouveau-né n'y est plus. Ça devient le poputol, babe. Mais il réemploie l'idée qui est déjà là, du sein pour l'utérus, sein, on l'emploie. Il réemploie aussi l'idée des allitérations sur ce son, sk. Et il réemploie beskutting qui devient skut. C'est le même mot, mais une version archaïque. Et du coup, il réutilise certains éléments, mais les éléments avec lesquels on n'est pas d'accord tombent et on ajoute des éléments historiques. On ajoute de l'hétérologie. Alors ça, c'est exactement ce que dans les analyses que je fais, la retraduction, elle fait ça. Elle ajoute souvent de la variété, elle enlève les explicitations, elle enlève les standardisations. Voilà. Et ça, c'est ce que je constate. Hein. On réutilise, donc des matériaux cibles deviennent aussi des matériaux sources, comme je l'ai dit, et en même temps, toute simplification devient complexité. Car en fait, c'est ce qui se passe. Vous voyez ça? Donc, on va, au lieu de conventionnaliser, il va y avoir des implicitations, hein, au lieu de l'adaptation, de la rétention, au lieu de la condensation, la traduction qui tient compte du rythme, etc. Donc, en fait, la retraduction, elle effectue ce changement-là, de simplification à de nouveau complexification. Voilà. OK. Alors, je vais aller un tout petit peu plus vite. Cette idée qu'en retraduction, simplification peut devenir complexification, c'est une autre idée sur la retraduction que l'idée la plus normale, la plus conventionnelle, le paradigme qui est là aujourd'hui, qui est le paradigme que vous voyez là. OK? Quelle est l'idée que l'on a sur la retraduction? C'est que la retraduction est plus proche du texte source. Une première traduction. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Plus proche du texte source. Moi, je ne sais pas. Je travaille sur la retraduction depuis des années, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. En fait, ça ne veut rien dire. Hein? Closeness en traduction. Je n'y crois pas. Hein? Donc, et maintenant, quand on peut décrire la simplification et la complexification en termes de variables S et T, ça devient peut-être clair ce que closeness veut dire, mais je ne vais pas le décrire a priori, mais je vais l'étudier dans les textes à partir de variables
Ah, et là, ça pourrait marcher, ça pourrait me dire quelque chose sur la poétique de la traduction et de la retraduction en particulier. Attention, je n'ai pas dit que les traductions simplifient toujours, hein, mais j'ose dire, si en traduction littéraire, il existe une traduction qui simplifie, il y a de fortes chances que les retraductions recomplexifient. Mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Et donc, du coup, on aurait un modèle pour décrire ce qui peut arriver dans des traductions et ce qui peut arriver en retraduction. OK? Et on peut dire, je trouve, parce que il y a ce brouillage des frontières successibles, que la retraduction déconventionnalise, déstandardise et dialogise des traductions existantes. OK? Alors, ça, c'est le dernier point que je voudrais faire à partir du troisième exemple. Et puis, je vais arrêter là. Après, j'avais encore un exemple, mais il ne faut pas non plus exagérer. Cet exemple est super intéressant. Eigenbite of Inuit. Allez, on va regarder un peu ce mélange de successibles. OK? Comment est-ce que ça marche? Dans un exemple concret, Eigenbite of Inuit, on va regarder juste ça, et je vais employer une colonne de gauche et une colonne de droite. Source et cible, comme on fait souvent. Alors, Morel l'avait traduit par morsure de l'ansois. OK? Et il y a une retraduction qui dit remords de l'inexprimé. Alors, ma question est comment est-ce que ça marche? Moi-même, j'essaie d'analyser, mais qu'est-ce qui s'est passé? OK. Ce que je constate, c'est qu'il y a un dialogue, c'est un autre terme bactinien, du dialogisme, de plus en plus important de traduction en traduction, entre voix source et voix cible, qui sont de plus en plus mêlées les unes aux autres. Et c'est ça que je voulais vous montrer pour terminer. Ça va? Et c'est beaucoup plus compliqué que closing. Alors, attention, on lit. On a le texte original. Eigenbite of Inuit, Remorse of Conscience. Ça va? Le 9e chapitre de l'Odyssée. Quelles sont les voix qui sont là-dedans? Alors, première chose, la voix de Joyce, puisque c'est Joyce qui l'a écrit. Dans la voix de Joyce, la voix du personnage qui prononce cette phrase, c'est Stephen Dudley. C'est lui qui dit Eigenbite of Inuit. Mais quand Stephen dit Eigenbite of Inuit, là-dedans, il y a encore une voix. C'est la voix de ce traité anglais médiéval dont je vous parlais, Eigenbite of Inuit, qui est là-dedans. Et dans Eigenbite of Inuit, il y a le latin, puisque c'est une traduction du latin. Alors là, maintenant, on va regarder de l'autre côté. Ça va? Les traductions. Et vous allez voir que ça devient encore plus compliqué. Qu'est-ce qu'on trouve du côté des traductions? Première traduction de Gustave Morel, 1929, morsure de l'ansois, remords de conscience. C'est certainement pas mal traduit, mais tout n'est pas là, hein? Mais ok. J'ai une question. Quand vous entendez l'ansois, remords de l'ansois, à quoi est-ce que vous pensez? Ça, il faut être un peu philosophe. L'ansois est une traduction. C'est le S de Freud, l'ansois, le ich de Freud, probablement. Ça, c'est le soi, mais pas l'ansois. Okay. Mais le mot en soi existait déjà à l'époque de Morel dans les traductions françaises de Kant. Ah. Emmanuel Kant. Das Ding an sich. La chose en soi. Ah. Donc là-dedans, il y a Kant. Et c'est un problème en fait. Parce que la chose en soi chez Kant, ça veut dire une chose purement matérielle qui est là, en soi, comme ça, pure matérialité. Mais là, on parle de conscience. Ça crée quand même un peu un problème. Puis après, et là, Morel n'y est pour rien. Dans les années 30 et 40, va s'ajouter encore une voix, philosophique aussi, c'est Jean-Paul Sartre, qui fait une différence entre l'être en soi, il faut se le dire,
L'être en soi, l'être pour soi et l'être pour l'autre, qui est le fondement, disons, de l'existentialisme. Mais ça, c'est après 1929. Et cette voix s'ajoute. Pour le lecteur qui lit ça, il y en a qui y pensent, il y en a qui ne pensent pas, mais c'est là. Hein? OK. Donc, dans la voix de Morel, j'ai Kant et j'ai ça. OK. Voilà. OK. Puis, en 1977, 77, un certain Jacques Lacan s'est mêlé de notre affaire. Il a fait un commentaire sur la traduction de Ulysses de Joyce. Dans le volume 23 du séminaire de Lacan, Joyce est partout. Le volume est basé sur des analyses de Joyce. OK? Et il écrit là, je cite par cœur, pas verbatim, enfin, c'est pas grave. Il écrit quelque part que on a traduit, oui, quelque part dans Ulysses, il écrit quelque part, Stephen parle de Eigenbite of Inwit. On a traduit ça, je ne sais pas pourquoi, par en soi. Mais ce n'est pas l'en soi. C'est plutôt, et maintenant je cite, c'est plutôt le wit. Eigenbite of Inwit, ok? Le wit, en anglais, en français, hein, le wit intérieur, le wit du mot d'esprit, virgule, l'inconscient. C'est une traduction. Et du coup, j'ai une traduction qui, en fait, n'a jamais, enfin, qui n'est pas publiée en tant que traduction, mais qui est une traduction, qui est, ça veut dire morsure, pas de l'en-soi, mais de l'inconscient. Et ça, c'est Jacques Lacan. Et maintenant, pourquoi l'inconscient? Parce que Lacan est Lacan. Dans Lacan, il met la voix de Lacan. Vous suivez ça? C'est pas Joyce, hein? L'inconscient. Eigenbite of Inwit, remorse of conscience, n'a rien à voir avec l'inconscient. Donc il met sa propre voix dans sa propre traduction de Joyce. Ok. Pourquoi, dit-il, je ne sais pas pourquoi on a traduit ça par l'en soi. Justement parce qu'il trouve que cette présence de Kant et de Sartre est inacceptable. J'emploie le mot inacceptable comme dans Toury et son acceptabilité. Inacceptable. Parce que ce mot a des sens différents. Alors, inconscient, soit. Inconscient n'est pas inacceptable, c'est inadéquat. Hein? Okay. Dans toutes ces traductions, on a un problème. C'est que le remords n'est pas là. Cette idée de morsure répétée n'est pas dans les traductions. Dernière traduction, 2004, j'y suis presque. Traduction faite par Michel Cusin. Michel Cusin, professeur à Lyon en analyse. Spécialiste de Jacques Lacan. Okay? Et il traduit ça, la même phrase, par mort de l'inextimé, remords de conscience. Donc là, je vois déjà des gens qui font. Qu'est-ce qu'il écrit là? Remords de l'inextimé. Alors, comment est-ce que ça marche? C'est compliqué, suivez-moi bien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une première chose que fait Cusin, attention, il va y avoir du mouvement, si tout se passe bien. Ah! Il rétablit remords de conscience, qu'il va chercher chez Morel. Donc la voix de Morel est dans la traduction de Cusin. Bon? Et par là, il dit que Lacan a tort avec son inconscient. Donc, il barre la voix de Lacan qui était là. En même temps, il emploie inexprimé, qui est un mot qui n'existe pas. On ne le trouve nulle part. C'est inventé. Et donc, Cusin est dans la traduction de Cusin. Ce n'est pas du Joyce, c'est de Cusin. OK? Quand vient le mot inexprimé, il a beaucoup réfléchi à tout ce qu'il avait vu. Et c'était surtout du Lacan. Et c'est surtout un concept chez Lacan qui est le concept de l'extime. L'extime, l'idée chez Lacan, c'est que pour pouvoir avoir une intimité, on a besoin d'une image de l'autre. Sans penser qu'il y a un autre,
il n'y a pas d'intimité possible. Si je suis tout seul, hein, ça ne veut rien dire intimité. Et donc, du coup, ce qu'il appelle l'extime, c'est le versant extérieur de l'intime. Chez Cousin, ça devient inextimé, donc un peu les deux. Mais dans tous les cas, il y a là-dedans de Lacan. Donc, on a Lacan dans Cousin, on a Cousin dans Cousin, on a Maurel dans Cousin, et on a Lacan qui est enlevé dans Cousin. Et puis, dernière chose, re-or. Le re est là. Et c'est même un pastiche de Lacan, avec tous ces traits d'union. Alors, le re-or est récupéré aussi. Mais regardez combien de voix est-ce que j'ai là. Et elle se mélange. Elle se mélange complètement. Du coup, Joyce est réintroduit dans Lacan, mais via Maurel, et Cousin est introduit dans Joyce, mais via Lacan. C'est du Lacan re-Joycé et en même temps du Joyce re-lacanisé. Tout est là. Et ça se mélange. Et ça, c'est mon point. De traduction en traduction, il y a des voix qui s'ajoutent. Et ça devient de plus en plus dialogique. Et ça, c'est peut-être la raison pourquoi les retraductions deviennent de plus en plus dialogiques. Voilà. Je vais terminer par une citation de Joyce, qui est très belle, je trouve, et qui dit beaucoup de vérité sur ce qu'est la traduction. Qui se trouve dans le 17e chapitre, Ithaca, qui est déjà le voyage vers la maison, où il parle de traduction. Il parle en fait de modulations of voice, et sont là, toutes ces voix différentes. Modulations of voice and translations of text by guest to host and by host to guest. Voilà. Alors je crois que ça fait encore 12 grands paroles, c'est pas grave, mais je crois qu'on peut en rester là parce que pour moi c'est une très belle conclusion. Voilà. On va encore regarder le Padlet, si on a encore, je ne sais pas, est-ce qu'on a du temps? Je ne sais pas, parce Quelques minutes. Ça dépend si la salle est occupée. Ah oui, vous l'aurez. Alors, normalement, il n'y a personne, donc encore quelques minutes, mais c'était... Juste pour voir s'il y avait des questions ou s'il y a d'autres questions. Ah, c'est intéressant ça. Quand est-ce que simplifier, c'est trop? Ah, ça c'est bien. Je crois que ça dépend de deux choses. De l'objectif d'une traduction et du public cible de cette traduction. Pour certains publics et certains objectifs, on ne peut pas assez simplifier. Et pour d'autres publics et d'autres objectifs de communication, simplifier n'est pas ce qu'il faut faire. Je donne un exemple. Quand Albert Einstein parle des trous noirs pour un public général, il doit simplifier beaucoup. Mais quand il parle de ces théories à un colloque d'astrophysiciens, il ne va pas simplifier. Au contraire, il faut complexifier les choses. Donc tout dépend en fait en communication en général et donc en traduction aussi du public cible et de l'objectif. Voilà, ça, ce serait ma réponse. En littérature de la jeunesse, ça c'est intéressant aussi, oui. Il existe un peu, pas beaucoup, de littérature sur la retraduction de littérature de la jeunesse. Et ça, c'est intéressant. Un des points intéressants là-dedans, c'est qu'il y a une sorte de discussion, presque controverse ou dispute, entre des gens, y compris des scientifiques, qui trouvent qu'en littérature pour enfants, il faut simplifier et il faut souvent retraduire, parce que chaque génération d'enfants a un autre horizon d'attente. Les enfants, c'est le raisonnement, ça évolue plus vite que les adultes. Parce qu'on est enfant pendant une dizaine d'années, 15 années, mais on est adulte pendant tout le reste de sa vie. Donc là, mais il y a aussi des gens qui trouvent que, mais pourquoi est-ce qu'on doit tout expliquer à un enfant? Est-ce que ce n'est pas une bonne idée peut-être de dire à cet enfant et de montrer à cet enfant que si on ne comprend pas un truc, c'est pas grave, parce que la vie, elle est comme ça. Donc c'est un peu cette discussion-là, je la trouve très intéressante. Je n'ai pas de solution, je suis ni pour ni contre, mais je suis belge.
Donc, ça veut dire peut-être que je suis pour le compromis, je ne sais pas. Voilà. Traduction italienne des liaisons. Renoncer au reste du titre, n'est-ce pas simplifier beaucoup? Oui, c'est simplifier beaucoup, c'est surtout conventionnaliser. Okay? Quand vous allez à la FNAC ou dans une autre librairie, je ne sais pas comment s'appelle, la meilleure librairie ici à Oudenaarde, je ne sais pas, enfin, n'importe, vous allez toujours trouver sur la page de titre. La couverture, ça peut être différent, mais la page de titre, c'est toujours auteur, titre, maison d'édition, éventuellement année. Toujours, toujours. Et nous avons une convention culturelle. Si sous-titre il y a, ça va être, je ne sais pas moi, Jonathan Little, Les Bienveillantes, roman. Et donc, on en trouve, hein, Les Liaisons Dangereuses, roman. Il y a des éditions, en italien, je ne sais pas, hein, mais il y a des éditions françaises en livre de poche et tout ça. Je devrais vérifier de nouveau, je ne sais plus exactement plus laquelle, mais qui dit Les Liaisons Dangereuses, roman. Bien sûr que c'est un roman. Mais on a des conventions culturelles. Hein. Et donc, en fait, traduire ce sous-titre, c'est l'exception. Le simplifier, mais par la conventionnalisation, le conventionnaliser, c'est en fait la norme. Hein? Voilà. Merci beaucoup encore. Merci, merci. Merci à vous. Merci, merci. Merci.